Nous aimons souvent parler du côté épique de l'Empire romain, de gigantesques batailles dans lesquelles des héros, contre toute attente, ont sauvé l'Empire romain à plusieurs reprises de la destruction. Nous aimons regarder des cartes de l'Empire romain et comment il s'est étendu à une taille incroyable, ou nous aimons admirer l'architecture romaine et les structures impressionnantes que les anciens Romains ont construites. Mais avec toute cette fascination pour l'Empire romain, nous avons parfois tendance à oublier une chose. Ainsi, à l'époque comme aujourd'hui, la population de l'Empire était composée de 50% de femmes. Et en regardant toutes ces réalisations épiques de l'Empire romain, nous avons tendance à oublier que 50% de la population. Alors, comment était la vie des femmes dans la fin de l'Empire romain? Comment a-t-il changé au fil des siècles? Comment était-ce différent de vivre dans le début de l'Empire romain? Et la vie des femmes aurait-elle même été améliorée dans le tardif Empire romain? Rome n'a jamais été une société égale en ce qui concerne les droits des hommes et des femmes. En fait, c'était extrêmement inégal. Les femmes avaient beaucoup moins de droits que les hommes et, dès les débuts de la société romaine, elles jouaient un rôle complètement différent de celui des hommes. Les femmes libres dans la société romaine, par exemple, étaient reconnues comme citoyennes de l'Empire romain, mais elles ne pouvaient pas occuper des postes politiques. Leur rang inférieur dans la société était particulièrement visible lors des spectacles publics. Après l'époque d'Auguste, les femmes n'étaient autorisées à occuper que les rangées les plus hautes des sièges de l'amphithéâtre, même après les citoyens ordinaires, les plébéiens. Évidemment, il y avait des exceptions, et plus le rang d'une femme était élevé, plus la chance qu'elle puisse parfois occuper les sièges avant augmentait, surtout dans le cas de la famille impériale. Pourtant, en général, les femmes communes avaient un rang encore plus bas que le plus bas des classes sociales. La société romaine était très patriarcale, et donc une femme serait toujours définie comme une fille ou plus tard comme une épouse par rapport d'abord au père et ensuite au mari. Même si certaines femmes ont réussi à atteindre un haut niveau d'éducation, comme Cornelia Metella, l'épouse de Pompée, qui était connue pour sa capacité musicale et sa connaissance des mathématiques, de la littérature et de la philosophie, ce n'était certainement pas la norme. Les femmes étaient censées être des ménagères et leur qualité domestique était louée bien plus souvent que leur réalisation intellectuelle. Ils étaient censés gérer la maison et avoir des enfants, et donc la virginité et la pureté sexuelle étaient des qualités culturellement très appréciées et considérées comme absolument importantes pour la stabilité de l'État romain. Ainsi, l'adultère était durement sanctionné. Une femme n'avait pas les mêmes droits devant la loi et il était pratiquement impossible pour une femme de divorcer d'un mari abusif. Les femmes esclaves n'avaient logiquement aucun droit et étaient donc particulièrement exposées aux abus et très souvent vendues à la prostitution. Maintenant, comme vous pouvez l'imaginer, les contraceptifs à l'époque n'étaient pas aussi efficaces qu'aujourd'hui, et donc de nombreux enfants non désirés sont nés. Mais comme ces enfants seraient considérés comme des parias, l'avortement était la norme. L'avortement dans la Rome antique était, comme on peut l'imaginer, très brutal. Les archéologues ont découvert de grandes piles d'os d'enfants à l'extérieur des villes romaines antiques, car ces enfants avortés ou parfois ceux nés normalement, qui étaient indésirables, étaient simplement jetés à l'extérieur des portes de la ville. Une pratique très horrible où, comme on peut l'imaginer, la souffrance des nourrissons et des mères devait être au-delà de l'imagination. Nous pouvons ainsi voir que tout au long de l'Empire romain, les femmes avaient souvent des vies très brutales. Et comme règle générale, nous pouvons dire que plus le rang social d'une femme est bas, plus sa vie est brutale. Les femmes esclaves avaient le pire, alors que les femmes des plus hauts rangs de la société pouvaient parfois même jouir d'un haut degré d'éducation et d'une relative liberté. Cependant, même si elles étaient censées avoir des enfants, et avec la médecine très sous-développée d'une société pré-industrielle, cela se terminait souvent mal pour la mère, car la mortalité lors des procédures de maternité était toujours élevée, même pour les femmes de haut rang social. Seules les pratiques religieuses permettaient aux femmes de jouir d'une certaine liberté relative. Le culte des Vestales, par exemple, était très respecté par la société et a duré jusqu'en l'an 394. Ces vierges vestales jouissaient de nombreuses libertés et étaient vénérées par la société. Mais même cela avait des inconvénients, car elles devaient s'abstenir de toute forme de rapport sexuel pendant une période de 30 ans, ce qui n'était pas si facile à respecter en pratique, et les punitions pour enfreindre cette loi étaient terribles. Alors, si la vie des femmes dans l'Empire romain en général n'était pas si agréable,
comment était la vie des femmes dans la fin de l'Empire romain? Donc, l'Empire romain après environ l'an 300 avant Jésus-Christ, était-il meilleur ou pire que la vie des femmes dans l'Empire primitif? La réponse pourrait vous surprendre. Et si vous êtes un passionné de Rome comme moi, alors vous adorerez certainement les anneaux et autres accessoires romains merveilleusement détaillés et faits à la main par la boutique SPQR. Ces gars font des articles vraiment incroyables, soigneusement faits à la main, et vous trouverez certainement quelque chose dans leur magasin, lien dans la description. Et ils font même sonner le seul et unique canal officiel Majorianus, que vous pouvez commander en bronze et même en argent pour honorer l'héritage de l'empereur Majorien. Je pense que Majorien serait fier s'il voyait cela. Avec le code Majorianus, vous obtenez même une remise de 10% sur chacun de leurs articles, alors allez voir leur incroyable magasin. On nous apprend souvent que l'Empire romain tardif était dégénéré, un État en déclin, et que la vie à cette époque était beaucoup plus misérable qu'à l'époque de l'Empire romain primitif. Et cela était certainement vrai pour les hommes. La probabilité de mourir dans le service militaire était bien sûr beaucoup plus élevée dans les 400 années de l'Empire romain occidental que, par exemple, pendant le règne d'Adrien. Et pourtant malgré cela, en général, la vie des femmes dans le bas empire romain était meilleure que celle des femmes dans le haut empire romain. Et ici, l'essor du christianisme jouerait un rôle important. Tout d'abord, les femmes jouissaient d'un statut social considérablement plus élevé dans les cercles chrétiens que dans la société païenne romaine. Pour cette raison, les femmes ont joué un rôle important dans l'adoption du christianisme. Mais le christianisme a eu un autre effet très positif pour les femmes. L'inhumaine pratique des avortements forcés a été interdite lorsque le christianisme est monté au pouvoir car chaque vie était maintenant considérée comme précieuse et sacrée et donc même la destruction de la vie d'un nouveau-né était un péché mortel. Ceci différait fortement de la société romaine précédente où l'avortement était considéré comme une pratique médicale complètement routinière et normale. Ainsi, les femmes ont adopté le christianisme avec plus de zèle que les hommes car cela leur a donné des avantages réels dans la vie, une protection contre les avortements forcés brutaux et même plus d'influence et de statut social dans ces cercles chrétiens. Il n'est donc pas étonnant que les plus grands partisans du christianisme au début soient des femmes. Nous parlons souvent de l'influence de Constantin sur le monde romain avec son édit de tolérance du christianisme. Cependant, ce qui est souvent oublié, c'est que probablement sa mère Hélène a eu une forte influence sur lui et elle était une chrétienne dévouée. Constantin l'a même nommée Augusta impératrix et lui a donné un accès illimité au trésor impérial. On dit même qu'elle a été celle qui a découvert la vraie croix et l'a apportée à Rome en 327, mais bien sûr cela ne peut pas être vérifié et pourrait très bien être une partie de la propagande impériale de Constantin. Néanmoins, cela montre de manière impressionnante que les femmes étaient parmi les plus féroces premiers adeptes du christianisme car elles jouissaient d'une plus grande liberté sous cette religion qu'elles n'avaient pas dans les siècles précédents dans la vieille société gréco-romaine. Et bien sûr, il est inutile de dire que les femmes n'ont certainement pas autant de plaisir que les hommes lorsque l'Empire romain d'Occident a été envahi par les envahisseurs germaniques. Alors que les hommes mouraient brutalement sur les champs de bataille, beaucoup de femmes ont été violées ou vendues en esclavage ou à des destins similaires effroyables. Maintenant, naturellement, nous penserions que la vie des femmes après la chute de l'Empire romain occidental s'est détériorée beaucoup dans le reste de l'Empire romain. Mais de manière fascinante, c'est loin d'être vrai. En fait, la vie des femmes s'est beaucoup améliorée dans l'Empire romain d'Orient survivant. Et ici, la célèbre impératrice Théodora, l'épouse de l'empereur Justinien, jouerait un rôle crucial car elle promulguerait de nombreuses lois qui protégeraient les femmes et qui augmenteraient le rôle et le pouvoir des femmes dans la société romaine orientale. Pendant le règne de l'impératrice Théodora, le viol était considéré comme punissable de mort et les biens du violeur étaient transférés à la victime de l'agression. Cette législation s'applique à toute personne présente lors du viol, quel que soit son statut ou sa position dans la société. Théodora a également veillé à ce que les femmes aient le droit de posséder et d'hériter des biens, ce qui a marqué une avancée significative en accordant aux filles et aux épouses une influence sociale réelle. Les filles avaient désormais la possibilité de transmettre la richesse de la famille et, en cas de décès du mari, la femme pouvait revendiquer la propriété et la fortune. Ce nouveau statut juridique seul a donné aux femmes à travers l'empire des pouvoirs concrets. À l'opposé de la situation actuelle, les possibilités pour les femmes dans les domaines professionnels étaient extrêmement limitées.
À part des rôles socialement acceptables impliquant le travail à domicile et l'élevage d'une famille, tels que le tissage, le ménage ou la boulangerie, le concept d'un groupe important et reconnaissable connu sous le nom de femme professionnelle n'existait pas encore, à l'exception d'une seule. Un nombre considérable de femmes étaient employées dans les théâtres et les bordels. Bien que cette classe professionnelle de femmes ait fait face à une forte stigmatisation sociale, leur industrie était l'un des rares espaces où les femmes pouvaient travailler publiquement en dehors des structures familiales traditionnelles et gagner un revenu réel. Par conséquent, les lois qui traitent des questions juridiques concernant ce groupe marginalisé et sans pouvoir social devraient être considérées comme audacieuses et ouvertement soutenues des femmes en général. Mais Théodora avait l'intention de traiter les femmes professionnelles de sa société, même si elles étaient des prostituées, comme de vraies professionnelles. Elle comprit que ces prostituées, actrices, mimes et chanteuses gagnaient des revenus qui pouvaient potentiellement les soutenir et que le revenu équivalait à l'indépendance. Cependant, les tenanciers de maisons closes détenaient un pouvoir légal et oppressif sur ces femmes. Ainsi, Théodora a transféré l'autorité légale des tenanciers de bordel aux prostituées elles-mêmes. Selon la nouvelle législation, les femmes ne pouvaient plus être contraintes à la prostitution. Si une femme choisit volontairement de se livrer à la prostitution mais souhaite ensuite en partir, les lois de Théodora interdisent aux tenanciers de bordel de l'en empêcher. Théodora s'est efforcée sans relâche de faire appliquer ces nouvelles lois. Lorsqu'elle a découvert que les tenanciers de maisons closes contournaient la législation en faisant jurer aux filles de ne jamais quitter les maisons closes, elle a répondu en interdisant de tels serments. Elle a imposé que le gouverneur provincial et le chef évêque étaient responsables de l'application de cette loi, lui donnant un contrôle direct sur un nombre gérable d'hommes influents. En assignant 2 personnes pour faire respecter la loi, si le gouverneur entravait le départ d'une femme d'un bordel, l'évêque avait le pouvoir de contrecarrer le gouverneur. Théodora, ayant été autrefois une concubine au service d'un gouverneur provincial, comprenait pleinement l'étendue du pouvoir que ces hommes exerçaient sur les femmes. Ainsi, elle a mis en place certaines vérifications et contrôles. Depuis des siècles, le mariage entre les classes supérieures et inférieures était interdit. Par la loi, une prostituée n'était jamais autorisée à épouser un noble. Théodora a également promulgué une législation pour abolir cette restriction. Elle a également réformé les lois sur le divorce en éliminant l'exigence d'un consentement mutuel, car auparavant, un homme pouvait simplement refuser son consentement, empêchant ainsi une femme d'obtenir un divorce. Théodora a mis fin à cette loi injuste. De plus, elle a assuré des dots égales pour les hommes et les femmes. Avant cela, les dots des femmes entrant dans un mariage étaient généralement nettement plus élevées que celles du côté du marié. Elle a également rendu extrêmement difficile pour les femmes d'être forcées à se marier. Théodora a même introduit des lois qui protégeaient les femmes coupables de crimes. Au lieu d'être incarcérées dans des prisons communes avec des hommes, ce qui était évidemment problématique, des prisons spéciales à l'intérieur des couvents ont été construites spécifiquement pour elles. Ainsi, contre-intuitivement, les vies des femmes dans le tardif Empire romain sont devenues meilleures que dans le début de l'Empire, à l'exclusion bien sûr du tardif Empire romain occidental, où les vies des hommes et des femmes étaient tout aussi peu amusantes. Mais une femme vivant à Constantinople en 560 après Jésus-Christ, grâce aux lois de Théodora, jouissait en fait de bien plus de droits et pouvait peut-être mener une vie plus heureuse qu'une femme 560 ans plus tôt, à l'époque de l'empereur Auguste, ce qui semblerait certainement surprenant et contre-intuitif à beaucoup. Nous pouvons ainsi voir de manière impressionnante, avec un autre exemple, comment dans certains aspects la vie dans l'Empire romain tardif pouvait en fait être meilleure que dans l'Empire romain primitif, ce qui est très souvent injustement négligé par les historiens et la culture populaire. Et s'il vous plaît, aimez et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur l'ère fascinante de la fin de l'Empire romain. Et s'il vous plaît, envisagez de soutenir mon travail sur Patreon ou via un abonnement YouTube car la durabilité à long terme de cette chaîne dépend vraiment de votre soutien. Cette chaîne ne fonctionnerait pas sans nos incroyables membres Patreon et YouTube et je tiens à remercier chacun et chacune qui soutient cette chaîne sous quelque forme que ce soit.
Et si vous souhaitez en savoir plus sur la façon exacte dont l'Empire romain occidental est tombé, vous pouvez regarder cette vidéo dans le coin supérieur droit. Et si vous souhaitez en savoir plus sur pourquoi la vie n'était absolument pas amusante pour les hommes et les femmes également au cours du 5e siècle de l'Ouest, vous pouvez regarder la vidéo dans le coin inférieur droit. Je remercie encore une fois tous les amis de l'histoire romaine, Gracia tibi ago et bene valte.